On relève la tête, l'avion survole en parallèle la piste, largue la bombe et la bombe rebondit puis part exploser plus loin. Et là, le missile part, vole pendant 6-7 secondes et fait impact. Vous voyez les images choquantes de ces pauvres gens qui se faisaient découper à la machette, etc. On retrouve des gens blessés, soit on retrouve des gens qui nous expliquent qu'ils viennent juste d'échapper à un massacre. Bonjour, je m'appelle Christophe et je vais vous raconter mon histoire pour Vétérans de France. Alors, je m'appelle Christophe Papillon, j'ai 56 ans. J'ai eu la chance de servir dans les armées pendant 21 ans, ce qui a été de très belles années qui m'ont permis de mener ma vie jusqu'ici. Je viens d'une famille militaire. Mon grand-père était gendarme et mon père était également militaire. Il a été nageur de combat. Donc, tout petit, j'ai baigné dans les armées, enfin dans le monde militaire. Et effectivement, l'armée m'a toujours fait rêver. Donc, j'ai eu la chance de faire une jeunesse fabuleuse, puisque quand j'étais en Corse, sur certains moments, je pouvais suivre mon père. Et donc, voilà, j'ai découvert le monde merveilleux de l'armée à travers mon père, où effectivement, c'était de la plongée, c'était le voir sauter en parachute, c'était toutes ces choses-là. Donc, mon père, de temps en temps, pouvait nous amener avec lui. Notamment, il y avait des espèces de petites journées portes ouvertes. Enfin, c'était pas des journées portes ouvertes, c'était des petites formations avec des unités belges. Et donc, on les rejoignait. Donc, on pouvait voir effectivement ces gens plonger, sauter en parachute, sauter à la mer. Donc, j'avais la chance de pouvoir monter dans le Zodiac pour aller les récupérer, des choses comme ça. Et puis, pour m'amuser, parce que avec ma sœur, nous étions vraiment petits, on était les seuls enfants dans cette manip. Donc, pour nous amuser, on nous faisait mettre le matériel, etc. Et j'ai un souvenir vraiment fabuleux, c'est que donc à l'époque, ils sautaient avec des parachutes automatiques. Et donc on nous avait équipés avec un parachute automatique avec ma sœur. Et donc il y avait deux Belges qui tenaient la voile, la faisaient gonfler. Ils avaient accroché un bout au harnais et ils nous tiraient sur quelques mètres, ce qui fait qu'avec mon petit poids, ça me faisait décoller de la plage en sable. Et donc j'avais l'impression de sauter en parachute. Bon, évidemment, j'étais à 1 mètre sol ou 2 mètres grand maximum au plus haut peut-être, mais pour moi, c'était resté un moment, enfin, c'était quelque chose de fabuleux parce que j'étais dans un harnais de parachute et voilà, j'avais la sensation de vivre en direct ce que ces gens-là vivaient. Quand on est gamin, c'est vraiment c'est du rêve à l'état brut. Et effectivement, ce qui fait que je n'ai jamais rien eu envie de faire d'autre que de rentrer dans l'armée, parce que pour moi, c'était ça l'armée. Ensuite à ça, mon père a été ramené à l'école de plongée de la Marine nationale à Toulon, enfin à Saint-Mandrier pour être exact. Donc là aussi, c'est une vie privilégiée, parce que la presqu'île de Saint-Mandrier, c'est quand même quelque chose d'un peu à part. On est vraiment un peu sorti du contexte des grosses villes, etc. Donc là aussi, c'était les années 70-80, donc les armées faisaient beaucoup plus de journées portes ouvertes. Mon stage de 3e, j'avais tenu à le faire dans les armées, et à l'époque c'était faisable. Donc j'ai fait l'équivalent de mon plongeur de bord pendant mon stage de 3e, et j'ai pu faire le stage de plongeur de bord. J'ai pu plonger, etc., ce qui serait complètement impossible aujourd'hui. Et donc voilà, tout ça, c'était des moments intenses, où je me souviens également d'avoir participé à des footings où les gens partaient, moi j'étais libre, j'allais courir avec eux, j'étais un jeune adolescent et j'essayais de suivre la cadence. J'ai pas souvenir vraiment d'avoir, enfin si, les grands films comme tous, Le jour le plus long, Un pont trop loin, enfin voilà, tout ce qui a bercé les gens de ma génération. Effectivement, ces histoires de personnages militaires, justement, on en parlait, Pierre Pillan, le gardien du cimetière de Saint-Mandrier, pareil, avait fait l'Indochine. Donc quand il nous racontait sa guerre d'Indochine, voilà, tous ces gens-là, c'était des choses qui me marquaient, où je trouvais que vraiment c'était pour moi, au-delà du fait de faire la guerre, c'était des vies d'aventure. À travers leur récit, je m'imaginais en Indochine, dans les rizières, enfin j'imaginais ce qu'ils avaient pu vivre et ça me faisait rêver. Et donc très tôt, effectivement, je me suis orienté, mon choix, en fait, j'ai jamais vraiment eu de choix. Très tôt, j'ai su que c'était le métier des armes que je voulais faire. J'ai un peu embêté mon père quand j'avais 12 ans ou 14 ans, je voulais absolument écourter ma scolarité. Et donc, je voulais rentrer en école d'enfant de troupe. Donc, ce qu'il m'a déconseillé de faire, parce que lui avait fait dans sa jeunesse les enfants de troupe, il m'avait quand même déconseillé de le faire.
en pensant que j'étais un peu trop jeune. Et puis, surtout, en fait, dans ma génération, c'était des écoles comme Issoire, où j'avais pas d'acquaintance particulière pour la mécanique ou des choses comme ça. Donc, il essayait plus de me stopper qu'autre chose. Donc, j'ai attendu, effectivement, l'âge minimum légal pour m'engager. Et donc, à 17 ans et demi, quand j'ai quitté le milieu scolaire et j'ai été me présenter dans un CIRAD pour pouvoir m'engager. J'ai pas une scolarité brillante, hein, donc déjà j'ai fait une partie de ma scolarité toutes mes jeunes années en Corse, et quand je suis revenu sur le continent, j'avais déjà pris 1 an de retard. J'ai redoublé une deuxième fois sur mon parcours scolaire. Donc en fait quand j'étais en troisième, j'avais déjà 2 ans de retard, et effectivement je me suis engagé quand j'étais au moment de rentrer en seconde, mais j'avais déjà été plus ou moins écarté du schéma scolaire classique, puisque on m'avait orienté sur une seconde technologique. Mais ce qui me plaisait absolument pas, enfin c'était pas du tout mon choix. Du coup, je n'ai pas été jusqu'au bac. Dans les années 85, les portes s'ouvraient pour les gens qui n'avaient pas le bac sans trop de difficultés, et je me suis orienté. En fait, j'ai demandé à rentrer dans une école d'armes. Quand je suis rentré en école d'armes, j'ai été reçu par un parachutiste qui était là. Donc c'était un adjudant qui effectivement symbolisait pour moi le monde merveilleux de l'armée. Mais par contre, j'ai été aussi surpris parce que je n'avais jamais, entre guillemets, côtoyé l'armée telle qu'elle existe en réalité, en fait, sortie des forces un peu particulières. Et donc là, c'était la première fois que je me retrouvais confronté avec les gros schémas des armées, hein. En l'occurrence, je suis de l'arme de l'artillerie, donc l'artillerie, pour moi, ça me parlait pas vraiment, hein. J'avais pas imaginé autre chose que d'être parachutiste. Et donc ça, c'était assez marrant parce qu'effectivement, c'était un autre aspect de l'armée que je ne connaissais finalement absolument pas. Mais j'ai rencontré donc tout un tas de gens quand je me suis engagé, de gens de ma génération. Donc j'ai lié des amitiés. C'était agréable puisque effectivement, les gens étaient quand même à peu près avec le même objectif que le mien, c'est-à-dire tourner vers le sport, l'espoir de voyager, et puis comme je viens de dire, c'est très souvent en fait l'armée, c'était aussi une école de la deuxième chance. Là, je rentre dans une école d'artillerie où donc l'objectif pour moi, il est très clair, hein, parce que là aussi, j'avais eu la chance de pouvoir être plus ou moins briefé et drivé par mon père, hein, qui m'avait dit pour faire ce que tu veux faire, il faut que tu passes sergent, enfin que tu aies des examens pour pouvoir passer sergent et que ça puisse être intéressant. Donc l'objectif d'une école, c'est justement de commencer sous réserve de réussite avec le grade de sergent quelques années après. Et donc c'était voilà, vraiment de partir, d'aller chercher ce Graal du galon de sergent, et donc et de finir, donc si possible de finir dans les premiers pour pouvoir choisir le régiment. Donc il n'y avait pas d'autre choix possible que de choisir le seul régiment qui existait dans l'artillerie, c'est-à-dire le 35e RAP. Donc très tôt, je me suis positionné quand je suis rentré à l'école, mon objectif était de finir pour avoir dans les premiers pour avoir le choix du 35e RAP. Et donc j'ai eu la chance d'y arriver. Donc là aussi, j'ai donc l'artillerie, pour les gens qui ne connaissent pas, il y a plusieurs corps d'armes. Il y a l'artillerie sol-sol et il y a l'artillerie solaire. Donc l'artillerie solaire, c'était une arme naissante à l'époque, au moins au 35e RAP. Donc je savais qu'il y aurait moins de rivalité en choisissant l'option solaire. Et donc, effectivement, on était, donc, au fur et à mesure que les gens cherchaient leur spécialité, dans l'artillerie solaire, on était, de mémoire, on était une petite vingtaine, une promotion d'une petite vingtaine. Là, j'avais donc déjà franchi le cap du CME, etc. Et donc, je m'étais dit que mes compétences physiques, puisque j'étais peut-être un peu plus facile en sport que les autres, allait me permettre de pouvoir m'orienter sur ce choix-là. J'arrive à décrocher la place au 35, donc là j'arrive jeune caporal-chef au 35, et donc il me reste, je commence ma vie de jeune parachutiste, hein. Je vais faire mon école des troupes aéroportées, faire mon brevet parrain. Donc là, c'est une vraie fierté aussi, parce que je me souviens très bien donc, des sauts, puis quelle fierté, le dernier saut, le jour du dernier saut, de courir à la cabine téléphonique une fois que le dernier saut a été effectué pour annoncer à mon père que c'était fait, je rentrais dans la grande famille des parachutistes. J'ai eu la chance de faire
un saut avec mon père où un coup il a été lui en première position et je l'ai suivi, et le deuxième saut en fait on avait inversé les rôles et c'est moi qui étais en première position et mon père qui suivait. Et ça c'est aussi un moment magique parce que effectivement sauter avec son père d'un avion en tant que jeune parachutiste c'est quand même très sympa. Une fois arrivé au 35, donc très rapidement, on me forme sur un missile spécifique qui était servi à l'époque par les sections solaires du 35e RAP, qui s'appelle le missile Stinger. Et là aussi, le contexte géopolitique du moment fait que, en fait, c'était la fin des opérations TACO, le début de l'opération Épervier, et donc la France était projetée donc, au Tchad pour des missions, donc en l'occurrence pour ce qui me concernait, pour des missions de protection solaire. Le régiment du 35e RAP avait une compagnie qui était spécifique Stinger, et donc il y avait 4 sections, et à tour de rôle, en fait, les sections partaient tous les 4 mois pour entretenir ces postes-là. Donc il y avait un certain nombre de postes à pourvoir au Tchad, où je me retrouve projeté pour la première fois en Afrique. Donc là aussi, pour moi, c'était plein de choses merveilleuses, parce que j'avais la chance d'être chef de pièce, donc j'étais responsable de 4 gars, et donc j'étais projeté, pour moi tout était nouveau, puisque déjà dans mon rôle de chef, et puis c'est la première fois que je mettais les pieds en Afrique, c'était ma première opération, enfin voilà, tout était fabuleux. Et donc là, on était positionné, et donc en journée, on partait sur le terrain. En fait, le Stinger, c'est un missile qui offre une zone de sécurité de 5 ou 6 km, et donc tactiquement, les gens, en fait, on se mettait en position du point à défendre, en gros en triangle, et le point central étant le point à défendre, et on se mettait en triangle, et donc là, on faisait de la veille aérienne. En fait, on regardait le ciel pour détecter d'éventuels avions, etc. Donc on a passé un certain nombre de temps comme ça, et puis un beau jour, donc on arrive, donc on prend les positions, à l'exception de ma pièce, puisque en fait on tournait, donc on avait 4 pièces, donc 3 pièces qui étaient en activité, une pièce au repos, et donc ce jour-là, ma pièce était au repos, donc les autres pièces partent sur le terrain, et puis voilà, on vivait notre quotidien, et là tout d'un coup, en fait, est tombée une alerte aérienne, et donc effectivement, on a été survolé par un Tupolev 22 qui venait en fait bombarder N'Djamena. En passant au-dessus d'Abéché, le pilote, en faisant une post-combustion, a décidé de bombarder la piste. Donc je pense qu'il était le premier surpris à passer à travers les mailles du filet. Donc il a vraiment fait une post-combustion, et donc moi je me souviens très bien de ce moment-là, parce que j'étais avec un camarade, Mike, et on partait c'était le petit matin, c'était 8 h, on partait se laver les dents après avoir pris notre petit déjeuner, et on entend effectivement le post-combustion de l'avion, donc le fameux bang, et puis on relève la tête, l'avion passe, survole en parallèle la piste, donc on était légèrement décalé. Et effectivement, largue la bombe, et la bombe arrive, avec la vitesse et le manque de hauteur, la bombe rebondit, puis part exploser plus loin. Et donc là, avec mon camarade, on se regarde complètement décontenancé, on part en courant. Alors je me souviens, on était à côté du lavabo, et je me souviens toujours, il y avait une porte avec un lieutenant à l'intersection de la porte ouverte, et on est parti en courant pour se réfugier dans le poste protégé du shelter, et en rentrant en se disant qu'est-ce qui se passe. Et donc là, voilà, on arrive, on reprend un peu nos esprits, on se dit qu'il faut qu'on aille effectivement chercher notre Stinger, donc on repart en courant dans l'autre sens. Et puis là, toutes les émulsions de ce genre de truc, tout le monde est en train de comprendre, ou d'essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Et donc très rapidement, quand j'arrive au niveau de la section, on me dit qu'il faut récupérer mon Stinger, qu'il faut que je me mette sur la petite butte de terre au-dessus, et puis qu'il faut qu'on défende le site, parce que potentiellement un autre avion peut venir. On avait une piste d'aviation à Abéché, et donc sur sur un des côtés de la piste d'aviation, il y avait l'enchaînement de toutes les unités qui étaient présentes. Donc l'avion a fait je pense qu'il s'était aligné sur la piste d'aviation, et quand il a largué la bombe, la bombe a ricoché, elle était 150 mètres derrière, à l'opposé de notre position par rapport à la piste, mais de nous, elle devait être à une distance de 300-400 mètres. Si elle avait, je pense, explosé à l'impact, on aurait pu avoir des soucis, mais le fait de la post-combustion fait qu'elle a rebondi, elle est partie. Alors malheureusement, c'est
c'était un pauvre berger qui a payé les frais, mais la bombe est partie, elle a rebondi, elle a fait un bond de 1 km ou je sais pas, 800 mètres, enfin j'ai pas de notion exacte, et puis bon, elle a claqué dans un troupeau de moutons avec un malheureux berger. Donc l'avion continue sa route, hein. Lui, il continue pour bombarder N'Djamena. Donc finalement, il va être intercepté, en fait, il va être détruit par un missile Hawk au niveau de N'Djamena. Et donc là, il y a un missile Hawk qui a pu détruire l'avion, et l'avion, en fait, justement, était là aussi en phase de libérer ses bombes. Et en fait, le missile, là aussi pour la petite histoire, le missile n'a pas fonctionné en tant que missile parce que l'avion était pas dans les conditions idéales pour le missile, mais l'avion a cassé le missile, pardon, a cassé l'avion, et donc l'avion s'est écrasé, et les bombes étaient non armées, en fait, sont posées sont tombées sur N'Djamena, mais sans faire de dégâts, puisqu'elles n'ont pas été armées pour exploser. Donc là, en fait, suite à ça, il y a donc cette agression libyenne. La France, donc il y avait une entente. Donc la France décide de franchir le cap du 16e parallèle. Dans un premier temps, c'est les sapeurs du 17e régiment de génie parachutiste qui vont là-bas, qui vont faire tout ce qui est déminage de la zone de la palmeraie de Faya-Largeau, etc. Et puis, effectivement, comme il y a des survols, des bombardements, etc., les sections solaires sont amenées à les protéger, donc les gens du 17e RGP. Et là, il faut savoir que les avions passaient, bombardés, donc ils se mettaient en altitude, hein, parce qu'ils avaient conscience qu'il y avait des missiles solaires au sol. Et donc là, la portée en hauteur d'un missile solaire, c'est entre 4000 et 5000 mètres. Et donc là, les avions se mettaient à 5000 mètres de hauteur, larguaient leurs bombes freinées sur Faya-Largeau. Et donc au sol, le jeu pour les soldats, c'était de courir, se mettre en fonction des bombes qui étaient freinées, de courir et de se mettre à l'abri du bombardement. Donc c'est des bombes qui sont larguées avec des petits parachutes qui freinent l'arrivée de la bombe, en fait, qui la mettent en position de manière à ce que la tête impacte la piste. Parce que là, pour eux, le but, c'était effectivement, je suppose, de détruire la piste d'aviation, puisque là aussi, géographiquement, Faya-Largeau, c'est quand même éloigné à peut-être un petit millier de kilomètres des dernières villes du Tchad, hein, Abéché et Moussoro. Donc il y a tout un désert à franchir, et donc effectivement, pour aller rapidement, il y a l'avion. Si plus d'avion, c'est par convoi véhicule, donc ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, effectivement, je suppose que le but des Libyens, c'était de casser, de détruire cette piste. On est grosso modo en septembre 87, donc pour mon premier outre-mer, j'ai quand même été gâté, hein, puisque j'ai touché du doigt quand même une situation un peu dite opérationnelle. Hein. Donc là, je reviens en France, donc on refait des cycles de formation. Donc là, je m'aperçois que effectivement, je ne me suis pas trompé, c'est effectivement ce style de vie que j'aime. Et puis, pour des histoires de management, etc., on me change de section, et puis finalement, 4 mois ou 6 mois après, je ne me souviens plus exactement du délai temps, mais je suis appelé à retourner au Tchad une nouvelle fois. Donc je repars avec une nouvelle section au Tchad, et effectivement, notre séjour va se partager entre Abéché et puis Faya-Largeau. Et donc là, effectivement, je fais figure, entre guillemets, d'ancien, puisque j'ai vécu cette première expérience. On se remet en place sur des protections de sites. Et puis, donc, on remonte à Faya-Largeau, donc on retrouve nos marques à Faya-Largeau. On installe des petites toiles de temps, parce que là aussi, il fait excessivement chaud, hein. C'est le désert, c'est le contrefort du Tibesti. En journée, on arrive avec des 50-70 degrés, etc. Donc on cuit quand même littéralement, donc on se protège plus ou moins avec les rochers. Mais on a quand même des conditions de vie un peu rustiques, hein. On vit sur la caisse du missile, on mange des rations, on a une koubaya avec de l'eau pour boire. Enfin voilà, et donc on essaie de chercher un peu de confort, donc on arrive à récupérer des toiles de tente qu'on monte, etc. Et puis au départ, comme on désactivait les postes de nuit, on se faisait voler du matériel, etc. Donc le chef de section décide qu'effectivement, on va vivre 24 heures sur 24 sur ces sites. En fait, on va faire 3 jours sur le site, et puis on va tourner au fur et à mesure.
Et donc là, comme ça protège le matériel, en fait, le matériel de protection de confort. Un soir, donc on avait toute une programmation, c'était bien vraiment déterminé, hein, donc le survol de Fayal-Argeau était déjà normalement interdit, alors encore plus vrai de nuit, mais donc normalement, quand il y avait un avion qui arrivait, on était censé être au courant, il arrivait dans un axe bien défini, et voilà, il y avait tout un protocole pour faire ça. Et donc, au cours de ce séjour-là, donc il y a eu, je me souviens bien de ça, c'était la conférence de l'OUA, hein, donc pour une paix entre les Libyens et les Tchadiens, justement, qui allait se faire, alors de mémoire, je crois qu'elle était au Gabon. Et donc nous, on était en place sur site, et puis on voit arriver, donc on était vraiment en dilettante, hein, au repos, puisque c'était le soir, etc. Et on voit arriver donc un avion qui effectivement n'a rien à faire là, et plus que rien à faire là, en fait, qui est complètement dans une zone interdite. Et donc là, on voit l'avion arriver. Donc nous, on rend compte, et puis on voit très clairement que cet avion, ça ressemble à un gros porteur, a une tranche arrière, enfin l'arrière de sa carlingue ouverte, et puis on constate qu'il fait ce qui nous semble être à nous une simulation d'épandage, enfin du moins un épandage, parce qu'on ne pensait pas que c'était une simulation. Et l'avion passe, donc le temps que ça va très vite, hein, le temps qu'on rende compte, etc. On nous dit que cet avion n'a rien à faire là, qu'effectivement il faut le détruire. Et donc là, nous on rend compte, alors pareil, on voit une espèce de formation nuageuse qui suit l'avion. Donc nous on rend compte effectivement aux autorités qui vivent sur le camp qu'il y a ce fameux nuage qui se déplace, donc on imagine tous un nuage chimique, et voilà, on est en train de monter dans les tours, entre guillemets, en se disant ce qui se passe. Et donc là, en même temps donc, que tout ça monte, on nous dit que, effectivement, si l'avion revient, il faut le détruire. Donc là, l'avion part, donc on sort le Stinger de sa caisse, etc. Et on commence à rechercher parce qu'entre-temps, on a une information qu'effectivement, quelqu'un entend l'avion. Alors, donc, on est toujours sur ces fameuses positions en triangle. Donc, une pièce qui est un peu plus en amont de nous entend l'avion. Donc là, on le recherche. Et avec le Stinger, en fait, on a une possibilité, c'est que c'est une pile qui dure 45 secondes. Une pile donc qu'on enclenche. Et le missile, en fait, quand le missile accroche une source de chaleur, en fait, on peut soit visuellement accrocher la source de chaleur, mais on peut aussi l'accrocher éventuellement de manière sonore. Et donc là, effectivement, on recherche par ces moyens-là, on recherche à accrocher l'avion, donc on met la pile. Là, voilà, les gens cherchent à trouver l'avion. J'étais avec mon tireur pointeur, on était tous les deux là à côté, et puis j'avais donc un radio, puis un conducteur avec moi. Et donc on était orienté, mettons comme ça, donc mon radio se met sur le côté du missile. Le gars qui était avec moi, qui faisait fonction de conducteur, lui devait nous aider à réapprovisionner au cas de tir, etc. Et puis donc la fameuse batterie arrive à ses limites, hein, ses 45 secondes de limite. Là je me baisse, j'enlève la batterie, je me baisse, et puis en me baissant pour reprendre une deuxième batterie, coup de chance, je vois effectivement, donc c'est un désert, hein, c'est relativement plat, mais il y a un rocher devant nous, qu'on appelle le rocher de Mao. Je vois très clairement un phare qui s'allume et qui éclaire le rocher de Mao. Et donc je suppose que c'est l'avion qui fait effectivement, qui se recale, hein, qui recherche sa route. Donc là, je renclenche la pile, et effectivement, on active le missile, et très rapidement, on accroche, en fait, de manière sonore, on accroche l'avion, et comme on a l'ordre de tirer, on tire. Et là, le missile part et vole pendant 6-7 secondes et fait impact. Donc on voit effectivement un impact sur ce qui nous semble être un avion. Alors on ne distingue pas, hein, parce que c'est la nuit, on ne distingue pas la forme de l'avion à proprement parler, mais voilà, tout porte à croire que c'est un avion. Donc en parallèle de ça, les deux autres pièces qui, elles, vivent à peu près les mêmes actions. Une tire également un missile, donc là, le missile part, donc il y a une charge de dépotage sur ce type de missile. Le missile part, et puis malheureusement, le moteur à proprement parler du missile ne s'enclenche pas. Le missile tombe en fait derrière le tube, hein, une trentaine ou une centaine de mètres devant le tireur de l'autre pièce. Et puis de l'autre côté, la dernière position,
elle aussi tire son missile, mais le missile, en fait, comme le mien a été plus rapide, son missile vole, et donc, grosso modo, ils ont une capacité de vol de 15 secondes, et donc le missile vole, et puis s'autodétruit à la fin des 15 secondes, et voilà. Donc nous, quand même heureux d'avoir tiré notre missile, on saute dans tous les sens avec mon camarade, etc. Puis je me retourne, et là, je vois que le pointeur-tireur, en fait, quand on a fait le quart de tour pour tirer sur le missile, le radio, pardon, lui, en fait, il était en train de parler à la radio, et il a pas pris le temps de voir, de regarder ce qui se passait. Et en fait, il a pris la charge de dépotage. Alors, c'est pas très puissant, puisque c'est justement, c'est fait pour prévenir, mais c'est quand même une charge de dépotage. Et donc, avec la déflagration, la projection de la poudre, etc., en fait, je me retourne et je vois qu'il est par terre, sonné. Alors, je comprends qu'il n'est pas mort quand même, hein. Je le vois, mais je le vois qu'il il a la tête et les oreilles qui sifflent. Et pareil, mon autre servant, donc le conducteur qui était à côté, qui lui était rouge. Donc il avait quand même pris la charge de dépotage, donc il était légèrement brûlé. Et donc, très rapidement, on s'enquiert de l'état de santé de mon camarade, etc. Donc tout va bien. On voit qu'il a du mal à nous entendre un peu quand même, mais voilà, l'euphorie du tir fait que bon, ça s'est bien passé. Le commandement qui était sur place nous envoie 2 équipiers supplémentaires pour renforcer, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, etc. On attend la nuit avec les yeux rivés partout dans le ciel, partout sur Terre, en se disant ça y est, ça va arriver. Et puis finalement, petit matin, on nous fait revenir, on resserre sur la position. On nous dit qu'effectivement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on ne sait pas effectivement si c'est un avion ou autre chose, voilà. Et l'histoire se finit là, mais c'était, voilà, on reçoit quand même les satisfecit militaires en nous disant que notre action avait été quand même bien faite. Ce missile, donc pour pouvoir tirer, parce que c'est un missile qui va aller très vite, hein, il doit rattraper un avion, donc c'est des missiles qui vont voler à plus de Mach 2, hein, donc ils ont vraiment une super puissance, et donc justement, pour ne pas blesser le tireur, en fait, à l'arrière de ce missile, il y a une petite charge qu'on appelle une charge de dépotage, qui va être, elle, en charge de propulser le missile à une vingtaine ou une trentaine de mètres du tireur, de manière à ce que quand le moteur principal s'allume, en fait, il n'y ait plus de danger pour le tireur. Et donc, ce missile, il a cette petite charge de dépotage qui propulse le missile, et qui, lui, une fois que le missile est parti, normalement, suit son chemin, et puis là, il va aller en accélérant crescendo pour attraper l'avion. Et donc ça, ces missiles, on les retrouve, en fait, on en entend très souvent parler, et actuellement encore d'ailleurs avec le conflit en Ukraine, c'est un missile d'origine américaine, et donc en fait, ces fameux Stinger, l'avantage c'est qu'ils sont portables à dos d'homme, donc pour schématiser un peu, c'est une espèce de bazooka, hein, pour les gens qui ne connaissent pas le monde militaire, c'est un bazooka qu'on met, mais qui n'est pas fait pour tirer sur des chars, qui est fait pour tirer sur des avions. Et donc cette charge de dépotage, donc comme je disais, en fait, qui a blessé, enfin brûlé légèrement mon camarade, en fait c'est de la poudre noire, hein, qui va faire comme un pétard, qui va être en charge de faire partir le missile. Et donc effectivement cette poudre noire, elle brûle assez rapidement, donc elle a un petit souffle sur l'arrière, donc elle a une projection. Et effectivement, toute la poudre noire qui est à l'intérieur de sa charge de dépotage n'est pas complètement consommée, et donc il y a des projections qui partent. Et c'est ce qui est, donc au-delà du bruit qui a quand même troublé mon camarade, hein, parce qu'il a quand même, normalement, il n'aurait pas dû être derrière, hein. Cet écho sonore qui l'a abîmé, il a été en plus polycriblé, parce qu'il y a tous ces petits grains de poudre noire qui sont venus. Bon, après, c'est l'histoire d'une petite semaine, 10 jours, l'histoire que la poudre ressorte. Voilà, mais effectivement, c'était impressionnant. Quand j'étais au régiment, donc là, vraiment, ça se passait très bien. Je pouvais tourner, grosso modo, j'avais un outre-mer, voire 2 outre-mer dans l'année, puisque avec le jeu du management, en fait, on partait outre-mer, mais quelque part, ça ne suffisait pas, en fait, c'était très bien, hein, cette vie, effectivement, d'aller surveiller les avions, etc., mais c'était trop dans la schématique militaire. Moi, je voulais vraiment me spécialiser, et donc, au régiment, on avait donc ce qu'on appelait à l'époque des équipes CRAP, qui s'appellent aujourd'hui les GCP, les groupements de commandos parachutistes.
Et donc chaque régiment à l'époque possédait une équipe de 10 bonhommes, qui était l'équipe commando du régiment. Et donc moi, quand je suis arrivé au régiment, effectivement, je les regardais avec envie et admiration. Et quand on allait sauter, etc., bon, on voyait bien qu'ils n'étaient pas comme nous, hein, parce qu'eux font de la chute libre, des infiltrations, etc. Donc ils n'étaient pas contraints, comme dans les régiments para basiques, au saut automatique. C'était un peu les dieux du régiment, et donc on les regardait comme tels. Hein, et très rapidement, je me suis dit que je voulais aller dans cette équipe-là. Je voulais tenter cette sélection CRAP. Donc là, c'était une sélection qui se faisait sur 4-5 jours. J'avais bien compris que si je voulais prétendre à être dans cette équipe, il fallait sortir soit premier, soit dans les 2-3 premiers pour pouvoir espérer être pris. Donc ça, c'était vraiment pour moi une super source de motivation. Donc il me restait quand même après à partir à Montlouis. Hein, il fallait que j'aille faire mon monitorat commando, donc que je le réussisse. Donc là, effectivement, je suis parti donc faire mon monitorat commando à Montlouis. Et ma chance et la malchance malheureusement pour d'autres, c'est que donc on est dans les années 90, c'est la guerre du Golfe, et les équipes CRAP, comme elles viennent d'être constituées, sont engagées pour la première fois. Et en fait, c'est les prémices du COS, hein, donc elles sont engagées pour la première fois, elles partent en Irak. Et là arrive l'accident du Ford Al Salman, et donc dans l'équipe CRAP du 35, où il y a 10 équipiers, malheureusement, il y a 5 blessés, et donc il faut remplacer rapidement ces 5 blessés. Et comme je viens de finir mon parcours de moniteur commando, en fait, je viens d'être breveté, et on m'intègre en fait quantitativement pour remplacer les gens qui sont blessés. Et donc là, j'intègre avec 3 autres camarades l'équipe CRAP. Arrive l'heure du stage de shooter opérationnel, donc je me rends à l'étape et je suis le stage de shooter. Et en fait, j'intègre après officiellement l'équipe en étant qualifié comme shooter opérationnel. Et donc il y a tout un tas de missions qui se passent. Alors des missions de formation, comme aller former des DAMI, en fait, des unités africaines, mais également il y a des missions en Somalie, en fait, dans le cadre de la distribution des grains de riz. C'est le prémisse de la Yougoslavie. Et puis, on arrive avec le Rwanda donc les événements du Rwanda, où on dit, voilà, on va détacher un certain nombre d'équipes CRAP, et dont l'équipe CRAP du 35 fait partie. Et on se retrouve projeté, donc mis en alerte en juin, et puis projeté et déployé au Rwanda. On arrive, donc on est à Tarbes. On nous demande de rallier Toulouse, il me semble qu'on rallie Toulouse. Et donc là, on tombe sur un Ilyushin, c'est un avion de transport russe, un gros avion cargo qu'en France on ne possède pas. On monte les véhicules, donc les P4, les VLRA, donc les VLRA c'est des camions. On part avec le matériel et on part effectivement pour faire la mission, en fait, dans un premier temps, de sécuriser les ressortissants français au Rwanda, et puis ce qui va arriver après. Et donc là, c'est vrai que c'est quand même très excitant, parce qu'on tombe en alerte un samedi, je me souviens, c'était un samedi midi. De l'alerte 3 heures, ça passe à une alerte, vous êtes là dans 1 heure. On prépare le matériel et puis on s'en va, quoi. Donc là, c'est quand même grisant, parce que c'est un peu l'essence même de notre métier. Donc on se retrouve à monter dans cet avion, puis à être projeté, et puis voilà, c'est le début, en fait, de ce qui nous semble l'aventure. Le Rwanda, comme tout à chacun à cette époque-là, ça quand même, ça défrayait les journaux. Hein. Tout le monde avait bien conscience de ce qui s'y passait. Hein. On voyait les images choquantes de ces pauvres gens qui se faisaient découper à la machette, etc. Et donc là, effectivement, on part pour ça. Et donc on arrive, donc on fait un vol, donc Toulouse-Goma, donc Goma au Zaïre. L'avion se pose. Et là, on débarque, on commence à se mettre, on est à Goma, c'est la frontière avec le Rwanda, on commence à se positionner, et puis on nous donne les consignes, on nous dit que, effectivement, chaque petit groupe, en fait, chaque équipe va avoir un compartiment de terrain, et il va falloir aller chercher potentiellement les ressortissants français, il va falloir, donc tout est un peu... Il va falloir stopper les belligérants, il va falloir, voilà, il va y avoir plein de missions, etc. Donc là, effectivement, on rentre à l'intérieur du pays, hein, donc il y a plusieurs équipes. Hein, on a un chef de détachement qui est un colonel, etc. Et donc là,
on se met vraiment en condition. Une fois qu'on franchit la frontière, on nous dit, bah voilà, on passe en condition armée et puis on rentre dans un territoire potentiellement hostile pour nous. Et donc là, effectivement, bah, on voit une population en souffrance parce que, le paradoxe, c'est qu'on est applaudi quand même quand on arrive dans les villages, etc. Parce que bah, les Rwandais nous considèrent nous prennent pour des libérateurs. Hein. Ils misent beaucoup sur l'intervention des Français pour stopper, en fait, pour arrêter, puisque les massacres continuent. Hein. Il y a quand même eu 800 000 morts, donc il y a quand même des massacres quasi quotidiens. Donc on fait naître plein d'espoir en eux. Et effectivement, ben, on voit aussi l'horreur de ce type de situation parce que il y a des morts régulièrement. Et donc là, nous, on arrive, donc notre compartiment se situe à Gikongoro et donc on investit une ancienne école. Et donc effectivement, on se retrouve donc les 10 équipiers CRAP à sécuriser cette école et pour en faire un point recueil, etc. Et effectivement, bon, il n'y a pas besoin d'être grand devin. Très rapidement, on s'aperçoit que l'école a été le lieu de massacre, hein, puisqu'il y a les traces de sang, il y a un peu plus loin un charnier, on voit quand même qu'il y a des morts. On découvre des morts assez facilement et effectivement, par exemple, une chose qui m'avait marqué, donc quand on investit, hein, donc on creuse un feuillet hein, pour nos toilettes, etc. Et donc ça sentait pas très bon. Et donc un jour, c'était quand même pas un truc très agréable. Je décide d'aller un peu plus loin et je fais ma petite affaire. Et en creusant, en fait, j'enlève un tout petit peu de terre et je m'aperçois que malheureusement, il y a un corps en dessous. Donc voilà, effectivement, la situation, elle est rude parce que on est entouré de morts, que on récupère les gens, pareil, cherchent à fuir le pays par tous les moyens. On n'est pas très loin de la frontière, donc il y a des flux de Tutsis, de Hutus qui arrivent. Enfin, pour nous, c'est quand même difficile parce qu'on ne sait pas forcément non plus très bien qui identifier, comment les identifier, etc. Et donc il y a des gens qui arrivent plus ou moins en mauvais état. Et donc, effectivement, on récupère des personnes quasiment tous les jours et on sait très bien qu'un certain nombre de personnes qu'on récupère ne franchiront pas la nuit. Donc, on sécurise l'école. Donc, nous, on habite physiquement sur l'école. Hein. Ça fait une espèce de campus. C'est pas juste un bâtiment, hein. C'est un petit campus. Et donc, on autorise des personnes qu'on filtre, hein, plus ou moins. On les fait venir dans cette zone qu'on sécurise et pour justement essayer de descendre la tension. Et donc, régulièrement, quand on circule ou quoi, on est arrêté par des gens. Soit on retrouve des gens blessés, soit on retrouve des gens qui nous expliquent que ils viennent juste d'échapper à un massacre. Enfin, c'est vraiment très tendu. Et bah là, effectivement, on est entouré. Enfin, on est entouré de morts. Il y a au bas mot 15-20 morts par jour. Même dans les gens qu'on récupère, on fait une espèce de pré-filtre entre guillemets parce que donc dans cette espèce de petit complexe écolier, on va essayer de détacher en fait les familles et les gens qui malheureusement sont très blessés et pour qui on ne peut pas forcément non plus apporter des soins. Donc on fait une espèce de filtre comme ça. Et je me souviens d'une jeune fille qui est arrivée, qui a pris un coup de machette dans le bras, hein, pas le jour même, hein, mais un peu avant. Et effectivement, il n'y a plus qu'un lambeau de peau qui maintient son bras. Hein. Le bras est sectionné, il est très infecté. Elle a l'équivalent d'un ballon de foot en infection. Et on voit bien que cette petite fille, malheureusement, voilà, ça se passera pas bien pour elle. Et donc on montait donc là aussi. Donc les 10, on prenait notre tour de garde chacun les uns les autres, etc. Et donc ce soir-là, donc quand on récupère cette petite fille, je fais partie des gens qui vont être de garde. Et donc on la met donc pas très loin du poste de garde, enfin qui nous sert de poste de garde. Hein, on tourne, etc. Mais on a une espèce de mouvement, hein, ni plus ni moins, qui est là. Et donc je vois bien cette petite fille et puis je décide à un moment de la prendre avec moi et puis de lui faire un câlin parce que je vois bien qu'elle souffre, que ça va pas bien pour elle. Et en fait, en la prenant dans mes bras, je la caresse et puis elle décède dans mes bras. Et là, en fait, cette petite fille, je pense qu'elle m'a beaucoup aidé dans cette intervention au Rwanda parce qu'elle m'a offert le fait
de comprendre le sens, en fait, avec son départ, en l'apaisant pour son départ. Elle m'a offert la sensation de l'utilité effectivement, qu'on pouvait apporter. Alors, on ne pouvait pas toujours le mesurer, mais cette petite fille m'a offert ça. En fait, ça m'a permis de digérer cette charge émotionnelle qu'on a vécue là-bas. Il y avait des commandos marines, il y avait des gens du CPA 10, il y avait donc les équipes CRAP, il y avait quelques personnels du REP qui étaient avec nous, et on avait également donc, des gendarmes du GIGN qui étaient présents. Et donc, parmi nous, on avait un gendarme d'affecté, et je me souviens avoir discuté avec lui, et pareil, là aussi, donc, eux donnaient le côté légal, entre guillemets, aux interventions françaises. Et en discutant avec lui, pareil, donc, on est rentré, en fait, il fallait rentrer dans une église. Et ce qui était choquant, c'était, en fait, il y avait plein de tâches comme ça dans cette église. Et donc, il s'interroge, il demande pourquoi, et en fait, quelqu'un lui répond que tout simplement, en fait, les Interamgwe, pardon, je le prononce mal, prenaient les nouveau-nés et les propulsaient dans le mur, quoi. Donc, il les tuait comme ça. Mais là aussi, c'était dans les phases qui étaient très impressionnantes, c'est que, donc, comme je disais, donc, dans notre école, on avait donc une Rwandaise, c'était une hôtesse de l'air qui parlait super bien le français, etc. Et parce que c'est quand même une population francophone, hein, et qui nous servait en fait de faire interprète, entre guillemets, pour savoir, en fait, pour comprendre, parce que le but c'était quand même de filtrer les gens, de ne pas se retrouver avec des gens non plus de potentiels tortionnaires dans l'école. Et chacune des histoires, donc, qu'on était présents quand elle interviewait quand on interrogeait les gens, enfin, on leur demandait de nous raconter leur histoire. C'était chaque famille, c'était impressionnant. Il n'y avait pas une famille qui était passée à travers les gouttes sans perte. Et elle, je me souviens, parce qu'un jour comme ça, elle nous servait d'interprète. Et on discutait avec elle, et je lui dis, mais c'est pas trop lourd pour toi quand même d'entendre tous ces récits? Et là, elle nous raconte que, son histoire, c'était exactement ça. Elle était à Kigali, que le massacre a commencé, qu'elle s'est enfuie en partant par la fenêtre de sa chambre avec sa petite sœur et son petit frère, qu'ils ont couru dans les collines, que malheureusement, ils sont tombés sur un premier barrage. Alors, je ne me souviens plus qui est décédé en premier, mais admettons, son petit frère est décédé. Et puis elle nous raconte qu'elle continue le cheminement, puis qu'un peu plus loin, elle va perdre sa sœur, etc. Et c'était ça, en fait. C'était le quotidien des gens, c'était ça. Et ça, c'est vrai que c'était impressionnant, et c'était très lourd à entendre. Et là aussi, ce qu'on avait mis en place, plus ou moins, donc on avait réussi à organiser, donc on avait aussi malheureusement de jeunes orphelins, etc. Et on avait fait en sorte que le soir, pas très loin du poste de garde, on avait une voiture où il y avait un autoradio, et pour essayer de détendre l'atmosphère, en fait, on récupérait, en se cotisant, on achetait des samoussas, donc les samoussas comme il y a en Afrique. Et donc on ramenait des plateaux de samoussas, on mettait la musique, et on offrait les samoussas aux enfants, et les enfants nous faisaient des danses, etc. Et en fait, ce qui était fou, c'était que eux voulaient vivre, donc ils vivaient de manière normale, et effectivement, le paradoxe, c'était qu'il y avait des choses horribles, mais en même temps, il se passait des choses, des moments de vie fabuleux avec ces gamins qui dansaient, qui profitaient de l'instant. Le cadre des missions change un peu. À un moment, on nous demande de faire tampon entre les troupes Tutsi et les troupes FPR, enfin de Hutu, pardon. Et puis, donc voilà, les choses se passent. Et un beau matin, je me lève et je m'aperçois que je ne suis pas en grande forme, en fait. J'ai un peu du mal à me lever le matin. Comme quand on reste très longtemps assis, j'ai l'impression de ne plus avoir de sang dans les jambes. Quand je mets mon pied par terre, j'ai des fourmis. Et puis, j'ai cette sensation qui commence à arriver aussi dans les mains. Donc au départ, je décide de rien dire, parce que c'est une équipe à 10, hein. On est très solidaires les uns des autres, mais dès qu'on peut se moquer l'un de l'autre, on n'hésite pas une seconde. Et donc je me dis, bon, je ne vais pas offrir le fort à mes camarades, donc je ne vais rien dire.
Et donc là, bah, c'est aussi un peu eux qui vont raconter à travers mes souvenirs. Donc, on est 3 par pièce, hein, répartis dans des classes, etc. Et donc, je dors avec 2 autres de mes camarades. Et puis, le matin, j'essaie de me lever un peu avant eux. Et parce que je sors de mon lit picot, j'ai tout un protocole pour pour me lever, puis pour m'habiller, et j'essaie de le faire discrètement. Et puis, en fait, je pensais être discret, mais eux ont commencé à le remarquer. Et ils commencent à me charrier en me demandant ce qui m'arrive, etc. Donc je leur dis, bon, certainement une carence, j'ai dû choper un petit quelque chose, une carence en vitamines ou je sais pas quoi. Donc parmi les camarades que j'ai là à côté de moi, il y en a un qui est infirmier, je lui dis, bah, il faut que tu me donnes, là, t'as pas des vitamines qui traînent dans ton sac infirmerie, etc. Donc je bois les vitamines le matin, et puis je me dis, bon, ok, ça va passer. Puis bah, les jours s'enchaînent, puis ça se passe pas bien en fait, en réalité. Et donc là, je commençais à leur avouer en leur disant, ben, surtout, on va pas le dire, hein, on raconte pas ça à notre chef d'équipe, mais ça merde, je sais pas ce qui, au fur et à mesure, je sens que je perds, en fait, c'est en train de monter sur les jambes et sur les bras, je perds le contrôle de mon truc. Alors on avait des patrouilles en véhicule, mais on avait aussi de temps en temps des patrouilles à pied, etc. Et quand on faisait nos patrouilles à pied, alors de nuit, hein, on allait faire des embuscades a priori, des choses comme ça. Donc on marchait avec de l'optronique sur les yeux. Et là, en fait, avec l'optronique en plus, je perdais toutes les références sol et j'avais plus du tout d'équilibre. Donc on avait fait une stratégie où je me mettais à côté de mes 2 collègues et puis en fait, en se touchant à l'épaule, en fait, je compensais plus ou moins le déséquilibre comme ça. Donc une semaine, 10 jours comme ça, 15 jours. Et puis bah, ça allait vraiment de moins en moins bien. Et le chef d'équipe, effectivement, ben, il est quand même pas né de la dernière cuisse, on s'aperçoit. Et il me demande ce qu'il y a. Et donc je lui explique que effectivement, depuis quelques jours, j'ai un truc qui va pas bien, mais que ça va aller beaucoup mieux dans pas longtemps. Et donc il me laisse une journée comme ça, et puis il décide de voir l'infirmier et il dit, bon, bah, ok, tous les deux, vous n'allez pas participer demain ou vous partez sur... il y avait une formation militaire un peu plus loin avec des médecins, vous partez sur l'infirmerie et tu vas consulter, tu vas voir ce que tu as. Donc on part. Donc là, mon camarade équipier avec qui j'avais fait mon shooter ops, donc l'équipier avec qui j'étais, je lui dis, qui était l'infirmier, je lui dis, attends, tu dis rien, mais on dit qu'on y a été, et puis on n'y va pas. Il me dit non, non, si, on y va, on y va. Donc on arrive devant l'infirmier. Il essaie encore un peu quand même de me convaincre d'aller voir, puis il me dit, bon, tu fais chier, on retourne. Alors je dis, ben, on dit que l'infirmier, enfin que le médecin a dit que tout était bon et tout ça, donc on rentre sur le camp, et donc on tombe sur le chef d'équipe qui vient au résultat, qui dit, il m'a dit que c'était bon, c'est histoire de 2-3 jours et je me remets, tout va bien. Et donc je vois avec mon camarade qui lui avait été quand même quémander des vitamines supplémentaires, etc. Et donc on continue comme ça. Puis ben, effectivement, ça va plus du tout. Et donc là, le chef d'équipe s'aperçoit qu'on l'a roulé dans la farine, donc nous dit, là maintenant il y a hors de question qu'il continue, il faut qu'il rentre en France. Donc je sentais que j'étais arrivé dans ma limite parce que la veille de mon départ, on était parti, on avait fait une mission, on était parti tout au fond d'un Talweg. Et là, je prenais quand même conscience que je mettais même mes camarades en danger, dans le sens où ils étaient obligés de veiller sur moi. J'étais incapable d'aligner plus de 30 mètres sans me casser la figure. Enfin, voilà, je pouvais plus que porter mon arme et ils étaient obligés plus ou moins de porter mes affaires. Enfin, donc très rapidement, et en plus, le Talweg où on était descendu, c'était un vrai raidillon. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, je peux plus continuer, il faut que je rentre. Et donc, je rentre. Donc, j'apprends qu'en même temps que moi, il y a une autre personne qui est touchée, hein, un gars du 21e RIMA là, qui s'occupe d'un mortier. Et donc, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, effectivement, on me rapatrie. Puis là, je prends un vol sanitaire, hein, donc un avion qui me ramène sur la France. Et j'arrive à l'hôpital militaire de l'Aveyron à Toulouse. Et donc là, comme c'est en même temps, là, si les gens se souviennent de ce contexte, il y a tout ce qui est l'épidémie de choléra qui fait rage au Rwanda, qui continue à tuer, là aussi, du monde à gogo. Et donc j'arrive
je suis rapatrié, je suis dans les premiers rapatriés soldats français rapatriés du Rwanda, puisque les autres sont encore en opération. Le corps médical pense dans un premier temps au choléra, donc on teste, etc. Et il s'avère que c'est pas ça, donc tout le monde se pose des questions. Et puis, je suis là depuis 24 heures ou 48 heures, je ne me souviens plus exactement, et donc on fait une ponction lombaire, et là on me dit, vous avez attrapé le syndrome de Guillain-Barré. Alors pour moi, le syndrome de Guillain-Barré, j'ai pas été présenté, donc je ne sais pas vraiment qui c'est. Et donc là, on m'explique qu'effectivement, c'est une perte de sensibilité au niveau des terminaisons nerveuses, et que ça peut être dramatique parce que, en fait, ça remonte, et puis ça peut venir aux organes vitaux, et puis ça peut engendrer un arrêt cardiaque, ça peut faire que les poumons ne fonctionnent plus, etc. Et effectivement, j'apprends après, plus tard, que effectivement l'autre personne qui a été touchée en est morte. Donc je suis passé à travers les mailles comme ça. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Donc j'ai attendu, j'ai eu à peu près 2 mois. Alors, je suis resté, je crois, 15 jours, 3 semaines à l'hôpital. Donc là, j'étais sur surveillance, etc. Et puis au fur et à mesure, mon corps a réussi à éliminer ce virus, et puis tout recommencer. J'étais hyper frustré de quitter mes camarades. Ça, par contre, ça a été une vraie frustration pour moi, puisque j'avais un sentiment d'abandon, parce que eux continuaient quand même leur mission. Ils s'étaient sollicités, etc. Et vraiment, quand on rejoint une équipe de 10, on se sent c'est une famille, on se sent investi, et quand on les quitte, c'est vraiment à contre-cœur, parce qu'on a la sensation presque d'une trahison. On se dit, on les laisse les autres, on ne sait pas ce qui va se passer, on laisse les autres, j'ai eu une sensation de fuite, un peu j'étais pas très fier de partir dans ces conditions-là. Dans les unités, en règle générale, de l'armée, il y a beaucoup de sens de camaraderie, etc. Mais plus on réduit le nombre de personnes, plus les équipes deviennent de petites entités, plus effectivement on a un sentiment d'appartenance fabuleux, et on partage tout avec. Ça devient plus que des camarades, ça devient des frères. C'est réellement une sensation des sensations fraternelles, et des anecdotes comme ça, il y a plein. Je me souviens d'anecdotes comme ça où on faisait un stage de survie, et un de mes camarades avait réussi à cacher une pâte de fruits, et qu'il aurait pu manger tout seul, etc. Donc on était 10, personne n'aurait su qu'il avait pris sa pâte de fruits, qu'il l'avait mangée, et malgré tout, le gars a sorti sa pâte de fruits, nous a réunis les 10, a découpé sa petite pâte de fruits qui ressemblait à rien du tout en 10 parts. Et ça, pour moi, c'est des moments merveilleux. C'est des moments de partage, et puis des actes gratuits comme ça. Il y en a plein. Il y a là aussi, par exemple, quand mes camarades, même s'ils me taquinaient, etc., je sentais leur bienveillance. Mais quand ils portaient mon sac, et effectivement, il y a quand on est projeté, il y a mille choses qui se passent comme ça, où on a vraiment la sensation d'avoir de vraies fraternités. C'est vraiment des moments de partage. Et je pense qu'il n'y a que dans l'armée où on peut vivre ça. Les gens se retrouvent, entre guillemets, démunis de tout, et se raccrochent à tout ça. Et puis c'est des gens avec qui, potentiellement, on va partager nos vies, et puis voir pour certains nos morts. Dans le cadre de ces fameuses montées en puissance des équipes CRAP et tout ça, donc la géopolitique du moment est quand même relativement riche, parce que il y a aussi le conflit en Yougoslavie qui commence à exister. Donc on commence aussi à s'entraîner dans ce sens-là. Alors je me souviens d'exercices communs avec les gens du GIGN, les commandos marines, etc. On part dans les Alpes, on fait des libérations d'otages, on s'entraîne dans ce sens-là. En fait, on commence à découvrir un peu le milieu du froid, et puis effectivement, la Yougoslavie, pour l'équipe arrive. Donc là, on est projeté. Alors c'est pas tout à fait l'équipe constituée qui est projetée. On se retrouve à 4.
détacher et on va partir donc en direction de Sarajevo. Et notre mission, en fait, donc il y a plusieurs postes à Sarajevo, dont un poste qui est dans un ancien gymnase, donc la Skanderia. Et donc nous, on va être projetés avec des gens du 13e RDP. Et notre objectif, c'est de faire du renseignement, de comprendre comment se positionne, voilà, où sont les différentes positions bosniaques, serbes, qui fait quoi. Enfin voilà, c'est un peu l'intitulé de notre mission. Donc on arrive, là on est en mai 95 et effectivement c'est... alors je dis pas du tout que avant ça n'a pas été chaud, hein, il y a eu vraiment chaque mission a eu son moment, mais là effectivement on va tomber sans savoir dans un moment où il y a une montée en puissance supplémentaire pour les troupes françaises là-bas. Et donc ça commence très rapidement, quelques jours après être arrivé. Il y a donc un caporal-chef là qui est en train de protéger les bâtiments de la Skanderia et il doit mettre des conteneurs comme ça pour protéger le cheminement des gens, etc. Et puis donc il est filmé, il y a un reportage TV qui se fait sur lui et il est filmé, il va être tué en direct. Il va prendre un tir de sniper qui va tirer une première fois dans la vitre et donc le gars voit qu'effectivement il est pris pour cible par un sniper. Et il décide de sortir de son Fenwick et en sortant, en fait, il est protégé par un pare-balles, un casque et un pare-balles et en se tournant pour descendre, en fait, le sniper le tire et malheureusement la balle le tue. Et donc voilà, ça c'est la mise en contexte. Donc ça fait une petite semaine qu'on est arrivé, donc on comprend qu'effectivement, ça rigole pas quand même, hein. Et donc effectivement, on déroule nos missions. Donc là, il y a effectivement de temps en temps des mortiers qui arrivent. La ville monte aussi dans les tours, hein, parce que les Bosniaques et les Serbes se tirent régulièrement dessus. On voit des morts. On se retrouve parfois même pris entre deux feux à compter les coups. Et puis voilà, tout est en train de monter. Il y a d'autres incidents, enfin plus que des incidents, il y a d'autres accidents, hein. Il y a de nouveau des soldats français qui vont mourir, un gars qui était en mission anti-sniping qui prend un tir d'un sniper, et puis voilà, ça monte, les choses montent vraiment en pression. Et là arrivent les attaques serbes sur les postes français, et donc les Serbes capturent quelques petits bastions, parce qu'en fait il y a des moments, dans certaines, donc du côté de Palais, etc., il y a des petites unités françaises qui sont là pour surveiller une caserne ou pour surveiller du matériel, etc. Et donc les gens vont être pris en otage. Et donc là aussi, pareil, donc notre mission consiste à essayer d'identifier où sont retenus, entre guillemets, ces otages. Alors ils ne les déplacent pas, hein, ils les prennent et ils les laissent plus ou moins sur place. Et avec mes camarades, à un moment, on se trouve, en fait, on nous dit qu'on peut avoir visuel sur un groupe de soldats qui venaient d'être pris en otage, et donc on nous fait venir, la ville, elle est, en fait c'est une cuvette, hein, il y a plein de points hauts après pour pouvoir observer, etc. Et donc on se retrouve à rentrer dans une tranchée bosniaque, et donc là on nous explique qu'il faut qu'on descende, qu'on suive la tranchée, et qu'on descende, et qu'arrivé à un certain point, on aura un visuel, un bon visuel pour essayer de voir les soldats français. Et donc effectivement on chemine, on rentre dans cette tranchée, et puis voilà, c'est la guerre, et un type de la tranchée bosniaque qu'on vient de franchir un peu au-dessus de nous commence à arroser les Serbes, et puis les Serbes répondent, et puis ils voient bien qu'il y a du monde dans la tranchée, donc ils ne savent pas si... Parce qu'on s'était dégrimé, entre guillemets, en fait on avait gardé nos casques, etc., mais en fait on avait enlevé nos fanions français, et pour pouvoir observer, et là, en fait, pour eux, on est potentiellement des Bosniaques, donc effectivement, ils nous fixent dans la tranchée, et puis on se fait fixer pendant un certain temps dans la tranchée, en se disant, là, on est quand même fait comme des rats, quoi. Et puis, un coup de bol pour nous, voilà, la situation revient au calme, on arrive à s'extraire, et on repart, mais effectivement, on sent que tout est très tendu. Et de la même manière, en même temps que ça, donc on est à la Skanderia. La Skanderia, donc, elle a un accès direct
sur un poste comme ça, et il y a la fameuse histoire du pont de Verbania, où là, ben, effectivement, on vit en direct l'assaut mené par le capitaine Lecointre à l'époque. Il y a un poste français qui s'est fait prendre, pareil, par des Serbes, et puis le président de la République, Jacques Chirac à l'époque, donne l'ordre de reprendre le pont de Verbania, et les gens de cette unité vont se mettre en action pour aller justement récupérer ce pont. Et donc là, c'est quand même impressionnant, voilà, de voir en direct, d'entendre en direct les tirs, et puis on apprend que malheureusement, là aussi, il y a des morts. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est de voir effectivement le côté humain, en fait, justement l'esprit d'un chef, où à un moment, cette fameuse action, elle a eu un moment de flottement, parce que les gens sont arrivés, se sont fait prendre plus ou moins dans les barbelés, etc. Et puis, quelqu'un va donner une nouvelle impulsion, en fait, le chef va donner une nouvelle impulsion, et va faire que l'assaut va fonctionner, et qu'on arrive au résultat obtenu, enfin, au résultat espéré. Malheureusement avec des morts, mais voilà, ça fait partie de la loi de la guerre. Donc, quand on rentre dans cette fameuse tranchée, on est, en fait, il n'y a pas grand-chose qui permet de nous identifier comme troupe française, parce qu'on a un casque. En fait, les tenues camouflées Centre-Europe qu'on a, elles sont quasiment en tout point similaires aux tenues Centre-Europe que les Bosniaques ont. Et donc, effectivement, les gens, quand on rentre dans cette tranchée, ne nous identifient pas forcément comme étant des gens, des troupes françaises. Et puis, dans le cadre de nos missions, donc on peut circuler. En fait, on est dans les rares soldats qui peuvent sortir assez librement de l'Ascanderien, parce que les autres sont vraiment en appui, ils montent des points de garde, etc. Et on est les seuls qui pouvons circuler assez librement dans la ville et la périphérie de la ville. Il y avait un char bosniaque qui faisait face à une unité serbe, et donc de temps en temps on va voir vers ce char ce qui se passe, etc. Et on va observer pour voir comment les choses évoluent, comment les deux parties se confrontent. Et donc on arrive, donc je suis avec un de mes camarades, un équipier, et donc là on est tous les deux dans un VBL, un véhicule blindé, et on arrive près de ce char comme ça, et donc le char, donc il y a une route, c'est une petite route de montagne, un peu sinueuse, et puis il y a un chemin qui doit faire 200-300 mètres, et le char est au bout de ce chemin, et en fait il est sur un promontoire, il est visible, il est sur un promontoire, et en face, donc il y a une ligne de montagne, et ils sont en vue directe. Et donc nous on arrive au bout de ce chemin, on freine un peu avant le char, mais on passait le voir régulièrement, ce char-là, et là tout d'un coup avec mon camarade, au moment où on arrive, on voit le char se prendre un obus, un tir direct, et effectivement le char est détruit. Donc là on se dit oups, on va reculer, donc on commence à reculer, etc. Et on sort, donc voilà, on était là entre guillemets au mauvais moment pour le char, et on sort du chemin, et là on voit bien que les troupes bosniaques qui accompagnaient ce char sortent de leur position. En fait, ils étaient restés plus ou moins cachés quand on est rentré, mais ils sortent de leur position, et puis on en déduit qu'ils supposent que c'est à cause de nous qu'ils ont pris le tir sur le char. Et effectivement, donc on voit là, au visage des gars qu'ils n'ont pas du tout envie de rire, quoi. Et donc nous on décide quand même de partir, parce qu'on n'est que deux et qu'on n'a rien, et puis de toute manière c'est pas du tout notre mandat de faire quoi que ce soit. Et donc on commence à repartir, et puis donc je vois là de part et d'autre de la route des soldats qui sortent, et agressifs, etc. Et notamment un avec un RPG-7 et qui commence à nous mettre en joue. Et là je commence à plus rigoler, parce que je me dis on est dans un véhicule blindé, voilà, le mec s'il nous tire dessus, on est mort, hein. Et donc je dis à mon camarade, c'est lui qui conduisait, file, et fait des zigzags zigzag un peu pour essayer de ne pas lui faciliter la tâche. Et donc je vois bien que le gars endosse Alors, il veut aussi nous impressionner, je pense. Il ne cherche pas forcément à nous tirer dessus, mais il veut nous faire peur, etc. Et moi, dans le rétroviseur, je n'arrive pas à avoir cette lecture des événements. C'est ce qui fait que j'ai cette lecture des événements, c'est qu'il ne nous a pas tiré dessus. Mais, et puis là, je réagis et je dis à mon copain, il faut qu'on ouvre la trappe, parce que si jamais il tire,
si on est enfermé, en fait, si le véhicule est étanche, on va mourir parce que ça va faire une explosion à l'intérieur du véhicule. En fait, on va être en surpression. Donc, j'ouvre la trappe en me disant, si jamais il tire, le fait qu'il y ait de l'air, on va passer à travers avec un peu de chance, quoi. Si on n'est pas touché par le dard, on passe à travers. On file. Bon, effectivement, le gars ne tire pas dessus, hein, ça va vite comme ça quand même, hein, et on s'arrête un peu plus loin et on se dit, on se regarde, on se dit là c'était chaud quand même. Comme je l'ai dit au début, c'est pas la finalité pour moi. La finalité, j'ai envie de faire comme mon père. Je voudrais devenir nageur de combat. Et donc là aussi, en fait, donc c'est un appel d'offres, hein, donc les gens qui veulent faire ce stage se font connaître et puis ont la chance d'être sélectionnés ou pas. Et donc moi, comme je suis rentré à l'armée pour être nageur de combat, je me dis, voilà, maintenant j'ai acquis un peu d'expérience, j'ai quelques qualifications, j'ai un peu de maturité, donc c'est l'heure pour moi de demander à faire le cours nageur de combat. Il faut savoir que donc au tout début de ma carrière militaire, donc j'ai toujours plongé. Mon père m'a initié à la plongée très jeune, hein. J'ai commencé à plonger, j'avais 4 ans, donc voilà, j'ai fait tout un stage de plongée. Il m'est arrivé malheureusement en permission de faire un accident de plongée dans les débuts des années 90. Et donc j'ai un accident de plongée, un accident modulaire, hein, qui m'oblige à faire quand même un passage en caisson, hein, où j'ai passé un petit mois en caisson, donc voilà, où je m'en sors bien, mais n'empêche que je sais au fond de moi-même que je ne suis pas dans les billes, je ne suis pas dans les clous pour pour demander à faire le cours nageur. Et je sais que c'est important, cet accident de plongée est mentionné dans mon carnet de santé militaire. Je connais du monde à l'infirmerie du régiment, etc. Je profite d'un moment d'inattention de mes camarades où je subtilise mon dossier militaire et effectivement je vais enlever tout ce qui fait référence, tout ce qui fait mention de cet accident de plongée, pour pouvoir prétendre à faire le cours nageur. Donc j'arrive à effectivement subtiliser ça et puis donc je lève le doigt et je dis voilà, je voudrais faire mes sélections pour pouvoir présenter le cours nageur. Et donc là effectivement on retient ma candidature, donc ça se passe en différents échelons. Donc il y a un premier passage à faire qu'on appelle le plongeur de bord. Donc je vais faire le plongeur de bord. Donc là aussi on me demande de réussir avec une bonne note. En fait, il faut avoir une mention, une note supérieure à 14 pour pouvoir prétendre à faire le cours nageur de combat. Donc j'obtiens cette note et puis il va y avoir les présélections, etc. Et donc je me présente en présélection. Là, je suis le 13e homme. Ils en retiennent 12. Je suis le 13e homme, donc je ne suis pas bon. Et donc, mais on me dit que rien n'est perdu, que je peux retenter ma chance un peu plus tard, etc. Et donc là, je rentre quand même très déçu dans mon unité, hein. Je suis quand même pas fier de moi. J'ai l'impression qu'il y a un pan de ma vie complet qui s'effondre, parce que je me dis, comment j'ai pu ne pas réussir à être sélectionné. Et donc là, je réintègre l'équipe, hein. Donc là, on est en fin d'année, hein. C'est en début d'année, puisque les sélections, les présélections se faisaient à l'époque en novembre. Donc voilà, je réintègre l'équipe. Et là, effectivement, je ne sais pas comment je me débrouille, mais j'ai un accident de parachute et je me fracture le dos. Et donc, je saute. En fait, là aussi, en faisant le malin, quand on est en équipe comme ça, on dit, tiens, celui qui pose le plus loin paye à boire aux autres, etc. Et je voulais absolument pas payer ma race. Et donc, je décide, on est là, je vois bien que je vais être le dernier et je décide d'arrondir et de ne pas être le dernier. Et donc, je fais une erreur de saut et que je paye cash puisque je me fracture le dos. Mais par contre, en échange, ça a été quelque part un coup de chance pour moi parce que, entre-temps, justement, le médecin, donc pour en revenir avec le cours nageur de combat, le médecin de la Marine nationale s'aperçoit qu'effectivement, en fait, il est en train de faire une étude sur les différents accidents de plongée et j'ai un nom quand même particulier. Le nom remonte
il connaît le nom parce que mon père était nageur, etc. Et donc, il comprend très vite que, effectivement, la personne dont on parle de cet accident de plongée, c'est moi. Ça le fait pas du tout rire. Et il décide de me sanctionner. Et donc, il fait une demande de punition et avec 40 jours d'arrêt. Bon, le coup de chance pour moi, c'est que comme je viens de me casser le dos, je peux pas aller signer mes 40 jours d'arrêt. Et donc, comme je peux pas être présent physiquement, on peut pas me sanctionner. Et comme ma fracture est quand même assez grave, je mets un mois et demi à peu près pour m'en remettre, etc. En fait, l'histoire a le temps de se diluer. Et puis, le médecin comprend que, effectivement, si je prends ces 40 jours d'arrêt, je condamne ma carrière et que, quelque part, ça serait vraiment une sanction très lourde. Finalement, je m'en sors bien. Après un certain nombre d'années d'armée, moi, j'ai continué à ma spécialité. Donc, ça serait... Le destin avait décidé que ça ne serait pas dans le domaine sous-marin. Donc, j'ai été me spécialiser dans tout ce qui était troisième dimension. Donc, puisque... j'ai passé mon pilote tandem, etc. Et donc, au final, je ne regrette pas du tout, parce que j'y ai vécu vraiment de superbes années. Et mes années avec les équipes et tous les équipiers que j'ai eu à croiser et à connaître, ça a été vraiment du pur bonheur. Donc là, je décide, au bout de 21 ans, de mettre fin à mon temps d'armée et de me relancer sur une deuxième carrière. Donc, pendant quelques années, je rejoins des camarades sur des postes à l'étranger, dans le domaine de la sécurité privée, etc. Et puis, là, il me vient une idée, parce que j'ai quand même malheureusement perdu des camarades dans mon parcours militaire. Et certains m'ont touché de très près, puisque j'avais vraiment de très bons amis. Et je connais leurs enfants, je connais leurs familles. Et je décide de faire quelque chose. En fait, je me dis qu'il faut effectivement faire quelque chose pour honorer leur mémoire, pour montrer à leurs enfants, parce que certains avaient, quand leur papa est décédé, étaient très jeunes. Et voilà, de donner une vision, une autre vision à ces enfants-là, en disant que voilà, leur père, c'était quelqu'un de bien. En fait, de donner... peut-être pas un peu de sens, c'est peut-être pas le mot le plus approprié, mais voilà, de donner une image positive au sacrifice qu'a consenti à faire leur père, ou leur mère d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas omettre qu'il y a aussi des femmes qui meurent dans les armées. Et donc là, je décide de faire quelque chose pour eux, et je décide de traverser l'Atlantique à la rame. Et il se trouve que j'ai un camarade qui a fait, lui, la traversée quelques années avant moi, et qui me raconte, donc il me fait rêver. J'en parle à ma femme, qui, elle, n'est pas vraiment d'accord, mais bon, je lui laisse pas le choix. Je me débrouille pour lui annoncer, quand on est à plusieurs, avec son père, mon père, etc., de manière à ce qu'elle ne puisse pas dire non. Et donc, j'annonce l'aventure. Donc ça, c'était au mois de septembre 2018. Donc je récupère le bateau et très rapidement, je m'aperçois que ça va être compliqué, parce qu'au-delà de traverser, etc., bah, il faut réunir des fonds. Parce que là, moi, j'ai décidé de le faire tout seul, de manière à justement pouvoir reverser des fonds. Donc je ne veux absolument pas le faire sur une structure de course, etc. Je veux vraiment partir tout seul. Et donc, il faut que j'arrive à soulever des fonds, etc. Ce n'est pas mon pôle de compétences. Et je me dis, bah, voilà, comment je peux faire adhérer les gens à cette aventure, et comment je peux réussir à soulever des fonds. Et donc, au fur et à mesure, j'arrive à faire vivre plus ou moins cette histoire. J'ai aussi des camarades qui me donnent de leur bénévolat, en fait, qui me donnent des heures, parce qu'il faut qu'on refasse le bateau. Il y a quand même tout un travail de fond. Le bateau n'a pas navigué depuis un certain nombre d'années. Il faut que je me l'approprie, il faut qu'on le prépare, etc. Il se passe une année, donc j'apprends à ramer aussi, parce que je n'ai jamais fait d'aviron. Donc, je vais voir le club d'aviron local, en leur expliquant que j'ai envie de traverser l'Atlantique. Donc, inutile de vous dire que là, maintenant, quand j'arrive, ils se disent, bon, c'est qui ce guignol? Donc j'apprends quand même les rudiments de base de l'aviron, mais en sachant pertinemment que le bateau, s'il utilise la technique de l'aviron, c'est pas du tout le même type de bateau. Et puis, ben, arrive la date du départ, et je traverse, en fait, je vais me mettre sur la ligne d'arrivée, donc je descends avec des camarades le bateau, on traverse la France, l'Espagne. Là, on prend un petit ferry, et le ferry nous amène sur les îles Canaries. Et puis c'est le top départ. Et là, bah, c'est parti pour traverser l'Atlantique. Ce qui avait vraiment été... ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que justement, quand j'avais des moments de mou dans cette traversée, en fait, eh ben, j'ai des camarades qui m'avaient fait des mots de soutien, ou j'ai eu des messages de ces enfants, etc.
Et je me suis dit, ben voilà, tu n'as pas le droit de ne pas réussir. Et voilà, tu n'as pas le droit de les décevoir une deuxième fois. Donc voilà. Et le coup de bol, c'est que je suis arrivé de l'autre côté. Et puis cette aventure m'a offert beaucoup. Si c'était à refaire, je pense que je voudrais revivre exactement tout ce qui s'est passé parce que, alors, peut-être que effectivement, il y a un détail ou deux que j'essaierais de changer, mais est-ce qu'en changeant ces détails, ça ne changerait pas le tout? J'ai la sensation d'avoir une vie ultra remplie, une vie fabuleuse, et je regrette aucun des moments que j'ai vécu jusqu'à maintenant. L'armée m'a tout offert et je ne lui rendrai jamais un dixième de ce qu'elle m'a donné. Oui, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments... mais tout ça, ça m'a construit. Tout ça, c'est... effectivement, je pense que malheureusement, on se construit... il faut tomber de temps en temps pour se relever. Pour reprendre une expression purement militaire, je crois que quand l'heure sonnera, il faut partir chargeur vide. La force du monde militaire, c'est de s'adapter. En fait, on va arriver sur quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé et on va demander aux gens de s'adapter à ce milieu-là et d'essayer d'en tirer le meilleur profit. L'armée, chacun peut la vivre à sa façon, sans forcément y faire une grande carrière, même un temps de passage, mais je pense que c'est une vraie école, c'est un des moments importants où, voilà, où on se forme, on apprend à se connaître, on apprend sur soi, on apprend ce que c'est la camaraderie, on apprend à vivre en collectivité, on apprend beaucoup de choses qui nous font défaut aujourd'hui.